Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le principe de l'émission, scindée en deux parties. La première partie sera consacrée à ce phénomène, on va dire c'est cette pensée qui nous invite parfois à remettre tout à demain. Pourquoi aujourd'hui il va falloir un petit peu combattre ces envies noires? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons parler de l'échec. Pourquoi faut-il avoir peur de l'échec? Est-ce que la peur de l'échec, c'est quelque part une leçon de vie? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Edwin. Edwin, vous êtes étudiant en droit, plusieurs participations en Génération News. En tout cas, j'ai envie de dire bienvenue chez toi, tout simplement. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé, on l'espère également pour notre amie Aude. Aude, vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci. On a également le plaisir de recevoir Aïdara pour sa deuxième participation. Vous êtes écrivain. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'était un plaisir. Plaisir à partager pour celle-là également qui en est à sa deuxième participation à Génération News. Monica, vous êtes étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Tout le plaisir est pour moi, merci. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant évidemment de la première thématique, ces envies qui nous poussent à toujours remettre à demain, reporter en général les projets. Edwin, je vais démarrer avec toi en ce qui concerne évidemment cette première thématique. Pourquoi on est toujours, en l'occurrence cette jeunesse-là, est toujours poussée à remettre tout à demain? Bien, merci Régis. Avant d'entamer mon propos, j'aimerais d'abord souhaiter à tous mes vœux les meilleurs, à toute l'équipe Génération News, donc tous les techniciens et à la chaîne. Maintenant, à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on remet tout à demain, il faut d'abord partir de la définition même de l'expression procrastiner, comme le dit le thème, c'est remettre tout à demain. C'est le fait de ne pas agir au moment présent, j'ai envie de dire, pour le remettre à ultérieurement. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il faut se poser la question. Parmi les explications, on peut prendre en compte la peur. Ouais. C'est-à-dire, on est face à une situation, on se dit, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai les atouts de pouvoir réagir comme il se doit? Du coup, on esquive un peu par mégarde et on se dit, bon, la meilleure des solutions, c'est de ne pas le faire. Ouais, de repousser, de remettre à demain. Aude, tout à l'heure, Edwin parlait de la peur comme un des facteurs clés dans le fait qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui a tendance à remettre tout à demain. Mais selon toi, est-ce que c'est le seul facteur qui explique cette envie-là? D'accord. La peur pourrait l'expliquer, oui, parce que ce n'est pas toujours facile de commencer quelque chose, même lorsqu'on a le projet. Sauf qu'il n'y a pas que la peur, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir la paresse, il peut y avoir ce sentiment-là de se dire que demain je le ferai, après-demain je le ferai. Je suis fatiguée aujourd'hui, demain je le ferai un peu plus en fait. D'accord. Donc je me dis que c'est peut-être aussi cela qui peut expliquer. La paresse, tout simplement. Ouais. Mais c'est une paresse quand même qui nous condamne. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment la paresse aussi? Parce que à partir du moment où on se retrouve parfois dans les cas de figure, on se dit, ok, bon, j'ai un projet aujourd'hui, je vais remettre ça à demain. Et ensuite demain on se dit, ah tiens, bon, j'ai encore du temps, on va remettre à demain. Est-ce que par rapport, prenons le cas d'un examen de fin d'études par exemple, et puis on doit passer aux révisions, on doit acheter des livres, on se dit bon, si l'examen c'est le 30 janvier 2023, je suis au 1er au 7 janvier 2023, ça va, j'ai encore une marge de 2 semaines. Est-ce que le délai, le temps aussi ne nous emprisonne pas quelque part, ou bien c'est assez illusoire aussi le fait de se dire ok, on va repousser à chaque fois? Oui, le temps peut nous emprisonner, mais je pense également que lorsqu'on a conscience qu'on a un examen, le temps ne nous emprisonne pas forcément. Ouais. Moi, je reste sur ma position de la paresse parce que je l'ai eu. Je suis étudiante, donc on le vit on est tous étudiants, on le vit tout le temps. Donc la paresse, vraiment, c'est quelque chose à bannir pour éviter de procrastiner. D'accord. Remettre à demain, Monica, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup
chez les jeunes. Mais moi, effectivement, en préparant cette émission-là, il est dit, hein, ce n'est pas moi, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux un peu partout, qu'on a une jeunesse un petit peu qui n'est pas très consciente des enjeux, mais effectivement, c'est beaucoup plus les femmes qui ont tendance à remettre tout à demain, les jeunes filles. Est-ce que là aussi, on a le droit de s'inquiéter de savoir qu'on a une jeunesse qui a tendance à remettre tout à demain, en l'occurrence les femmes? Bon, je suis assez étonnée en fait que ce soit particulièrement les femmes qui prennent les choses de cette manière. Mais en fait... j'avoue que j'ai également été choquée parce qu'en général, les femmes, elles sont... très exactement, c'est-à-dire qu'on a un projet, on y va très active. C'est ce qui m'étonne généralement, c'est à la femme de porter souvent les projets à leur accomplissement. Donc je suis assez étonnée, mais je pense qu'il y a tellement de distractions aujourd'hui, on ne se concentre pas forcément sur ce que l'on doit faire. Et en fait, ce qui m'intrigue le plus, c'est quand on définit la procrastination, on dit qu'on remet à demain quelque chose qu'on peut faire à l'instant. À l'instant, ouais. Donc tu as la possibilité, souvent les moyens, souvent le temps, mais simplement par manque de volonté, souvent je trouve. Et une volonté, je veux dire, qui est un petit peu dictée par tu l'as souligné tout à l'heure, le divertissement. Oui. En général, si on est sur le téléphone, les réseaux sociaux, là ça devient très compliqué, Monica. Oui. Du coup, il faut faire quoi? Il faut vraiment aller au fond des choses, c'est-à-dire se faire violence soi-même pour aller au bout de la réalisation de ce projet-là? Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'appliquer à soi-même une certaine discipline. D'accord. Bien sûr, si on a l'objectif de réussir, de parvenir à ses besoins ou ses recherches, il faut se discipliner soi-même, autant pour moi. D'accord. Aïdara, je parlais tout à l'heure d'une jeunesse. On le dit, la jeunesse, elle est sacrée, même si aujourd'hui, elle a tendance à être sacrifiée avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais ça reste une jeunesse sur laquelle on compte, parce que la jeunesse représente l'avenir de demain. Mais au vu de ce qui a été dit sur ce plateau, on a l'impression qu'on a une jeunesse qui est en train de retarder justement cet avenir-là. Est-ce que cette jeunesse, selon toi, de façon générale, une jeunesse africaine, cette jeunesse africaine-là, est-ce qu'elle est consciente de l'enjeu, sinon du poids qui pèse sur les épaules de ces jeunes-là en termes d'avenir de demain? Est-ce qu'ils sont, selon toi, cette jeunesse-là, est-ce qu'elle est consciente des enjeux aujourd'hui? Déjà, je voulais faire un petit recadrage. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes, et voilà. Et vous parlez, enfin, la jeune fille, Monica, elle a parlé des femmes, et vous avez parlé des jeunes. Mais moi, je crois que c'est pas que ces deux couches-là qui sont touchées par cette habitude-là, la procrastination. Voilà. Même les vieux, les personnes adultes sont parfois sujets de procrastination. Et la procrastination, c'est quand même ce malin plaisir que l'on prend toujours, comme vous l'avez dit, à remettre à plus tard. Voilà, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est le fait de remettre l'exécution d'une tâche à une date ultérieure, alors que, comme l'a dit ma sœur, on a vraiment la possibilité de faire ça maintenant, on en a la capacité, on a les moyens, on a le temps nécessaire, mais c'est comme si quelque part, voilà, il y avait une voix intérieure, une petite voix en nous qui nous dit toujours, tu as tout le temps qu'il faut, voilà, donc il faut attendre. Donc nous aussi, par nonchalance, par paresse, par manque de volonté, par lassitude, on se laisse faire, on dit ok, on a le temps, quoi. Donc c'est ce report continu des activités qui sont parfois prioritaires à une date improbable et incertaine. Voyez-vous, donc, et ça, c'est pas que la jeunesse qui est touchée par cela. Personne n'est à l'abri de ça. Et maintenant, pour revenir à votre question, c'est quoi? On parlait justement de l'impact. Je veux dire, aujourd'hui, on a une jeunesse qui représente l'avenir de demain, mais quand on a aussi une jeunesse qui est touchée par, j'ai envie de dire, on va parler peut-être de ça, cette maladie du report. C'est très grave. En termes d'impact, on peut par exemple parler de la contre-perfection, de la contre-performance, je veux dire, de perte de vitesse, de baisse de productivité, de médiocrité. Donc, une jeunesse qui procrastine, c'est une jeunesse médiocre qui n'est pas du tout productive. C'est une jeunesse qui, je veux dire, qui est souvent appelée à l'échec, quoi. Voyez-vous, qui est vouée à l'échec. Voilà, donc, voilà, moi je crois que c'est
Il faudra que la jeunesse prenne conscience de l'enjeu et surtout de l'enjeu de façon générale. Edwin, c'est vrai que tout à l'heure on a un petit peu parlé du fait de remettre à demain et là c'était vraiment sur on va dire un pan plutôt pas très reluisant, mais je veux dire le fait de reporter à demain n'a pas que des effets négatifs. Peut-être le fait de reporter, comme on dit, l'adage qu'on connaît tous, il faut reculer pour mieux sauter. Est-ce que c'est pas aussi sous cet angle-là qu'on peut voir le fait de reporter à demain? Oui, effectivement, je l'ai dit à l'entame de mon propos précédent, qu'il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que la personne a remis à demain ou qu'est-ce qui a bien peu motivé cela. Vous savez, il y a des choses qui nécessitent un temps ou une certaine réflexion. Il ne faut pas se jeter là-dedans, tête la première, pour se la briser. Il faut prendre le temps. Ça peut être un travail très sérieux. Moi, je suis étudiant comme les autres ici. On me confie un TD, comme on dit chez nous. Les travaux dirigés, voilà. Alors, le TD nécessite une certaine méthodologie. Là, par exemple, nous sommes en période de vacances. On me confie le TD avant que je n'entre dans les vacances. Je me dis, tiens, comme c'est les vacances, je veux m'amuser et tout, donc il faut que je finisse avec ça rapidement. Je le traite. C'est pas mauvais, mais est-ce que j'ai pris le temps de le faire comme il se doit? C'est là où la question se pose. Et on voit bien qu'en le traitant dans la précipitation, je risque certainement de passer à côté de mon TD. Alors que si je prends le temps de, comme on l'a dit, de me dire je vais le faire plus tard, donc à un moment certainement où je serai plus à l'aise, plus tranquille, plus posé d'esprit, j'ai tout le temps de mieux le rédiger et de le rendre comme l'enseignant le veut certainement. Donc on ne peut pas dire que c'est mauvais en soi. Le problème peut-être c'est le fait de le faire à chaque fois. À chaque fois, Au point où ça peut devenir pathologique, parce qu'il faut le dire, pour certains c'est pathologique. De remettre tout à demain. Voilà, à chaque fois qu'ils sont face à une situation, demain. Non, en fait, il faut voir, j'ai envie de dire, l'ampleur de la situation avant de se lancer. On peut remettre à demain, comme on peut le faire immédiatement. D'accord. Aude, c'est vrai, Edwin parlait tout à l'heure de pathologie. Quand on parle de pathologie, effectivement, on est au terme de maladie. Qui dit une maladie parle de remède également. Est-ce que le remède, là, selon toi, dans cette pathologie-là, ça peut être quoi? Est-ce que ça peut être le fait de se rapprocher de quelqu'un pour avoir une source de motivation supplémentaire pour passer tout de suite à l'acte au lieu de reporter à demain? Oui, je pense que le fait de se rapprocher de quelqu'un peut nous aider, mais le fait de prendre conscience en soi est meilleur. D'accord, c'est d'abord un travail de soi. En soi d'abord, avant effectivement de... Je pense, parce que une personne peut nous aider, mais cette personne ne sera pas forcément toujours là. Alors que si on le travaille à l'intérieur de nous, si on le travaille pour nous-mêmes, on pourra mieux porter du fruit. Mais ce travail, ça passe par quoi, Aude, selon toi? Je veux dire, cette source de motivation, s'auto-motiver, ça passe par quoi? C'est pas une prise de conscience, ça passe par un bilan introspectif, comme on dit souvent. Tout ça, une prise de conscience, un bilan, et se dire que ce qu'on veut faire, ce n'est pas de l'amusement. Pour les autres d'abord, et ce n'est pas pour les autres, c'est d'abord pour soi-même. Très bien, ouais, d'accord. Moi, ce que j'ai envie de savoir sur un plan personnel, Monica, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, je ne sais pas, d'avoir, je veux dire, un entretien, ensuite le monsieur vous appelle ou bien l'employeur vous appelle pour dire, écoute, on remet à demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Je veux dire, comment tu arrives à accueillir parfois le fait que ce qui était censé être fait là est censé reporter à demain? Comment toi tu l'accueilles un petit peu, surtout quand ça vient des proches, hein. Ça peut être une amie, un frère ou un cousin éloigné, voilà, la famille de façon générale. J'admets que c'est assez difficile, surtout lorsque toi tu as la motivation mais la personne en face ne l'a pas. Ça peut te susciter ou bien susciter en toi une certaine pensée défaitiste. Tu peux te dire que bon, peut-être la chose n'est pas appelée à se faire, etc. C'est assez réducteur dans l'esprit de chacun. Donc je me dis, quitte à trouver les moyens d'y pallier, ce serait vraiment très urgent. Parce que non seulement la personne qui procrastine se ralentit elle-même, mais ralentit aussi les personnes en face, généralement qui veulent avancer avec toi, etc. Et ça, par exemple, vous l'avez souligné, vous êtes étudiants et étudiantes, et ça, parfois, on le voit dans le travail des exposés. Si vous êtes 10 ou 5, il y a toujours 2 ou 3 personnes... C'est de concilier
la volonté de tout un chacun. Certains veulent, d'autres ne veulent pas. Et on se retrouve simplement sans travail. Exactement. Aïdara, on parle effectivement de trouver des solutions pour pallier à cette maladie. Je vais utiliser la pathologie utilisée par Edwin. Cette pathologie chez les jeunes, pardon. Ça peut passer par quoi? Est-ce que ça peut passer par des séminaires de sensibilisation aussi? Est-ce que selon toi, l'avènement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puisque ça reste un terrain très fréquenté par les jeunes, l'avènement des coachs en développement personnel et tout ça, est-ce que ça aussi, ça peut aider, ça peut faire office de remède pour pallier au problème, à la problématique du report? Vous l'avez dit, c'est une maladie. Et pour moi, une maladie, c'est pas une bonne chose. Ouais. Et mon frère, il a voulu donner... rassure, c'est une maladie qui ne tue pas, mais qui ralentit. Il a dit tout à l'heure que la procrastination, parfois, ça peut être bien, mais pour moi, c'est vraiment une mauvaise habitude qu'il faut bannir. À défaut de prendre toujours une longueur d'avance sur les choses. Ça dépend du moment et de la situation, c'est ce qu'il a souligné. Mais moi, je crois personnellement qu'à défaut de prendre une longueur d'avance sur les choses et de faire une fuite en avant, le mieux, c'est de faire les choses à temps, quoi. Voilà, quand tu te fixes un objectif, tu dis, voilà, telle chose, je vais le faire maintenant. Ben, il faut t'exécuter, séance tenante. Il ne faut pas remettre ça à plus tard, quoi. Il faut pas, la procrastination, c'est pas du tout bien. Voilà, il faut toujours être fidèle à ces programmes. Quand tu mets en place un planning, il faut le respecter à la lettre. Voilà, il faut faire preuve de rigueur. Voilà, il faut faire preuve d'application, d'investissement. Est-ce que cette rigueur, là on voulait t'interrompre, Aïdara, est-ce que cette rigueur aussi ne fait pas appel à une forme de prise de conscience, de se dire, ok, il y a un plan qui est là, j'ai une stratégie de com, j'ai un planning, mais il faudrait que je pèse le pour et le contre avant de me lancer. Sinon, comme il a dit, on se cogne, et se cogner, ça fait mal aussi un petit peu. Donc, est-ce que le fait de prendre du recul dans le sens de remettre à demain, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. C'est ce qu'il essaie d'aborder. Outre cette autocontrainte, le fait d'être rigoureux avec soi-même, moi je crois qu'on peut mettre en place un plan pour... si on voit qu'on procrastine à chaque fois et qu'on veut vraiment sortir de ce cercle vicieux-là, on peut mettre en place un petit plan qui puisse nous permettre d'arriver à cette fin, quoi. Et cela, ça peut passer parfois par exemple, tu dis, voilà, c'est les réseaux sociaux qui m'empêchent, par exemple, de me donner à 100%. Une utilisation responsable des réseaux sociaux. Tu essaies de faire un usage rationnel. Tu t'arrêtes vraiment de regarder, passer tout ton temps sur Netflix ou sur TikTok, machin. Voilà, tu laisses carrément ça. Et il y a d'autres choses qui entrent également en ligne de compte. Voilà, tu essayes vraiment de te débarrasser de toutes ces choses qui t'empêchent finalement d'être concentré. Parce que pour moi, vous ne m'avez pas posé la question, la cause principale de la procrastination, c'est le manque de concentration, quoi. Voilà, c'est qu'on est déconcentré. Voilà, on n'arrive pas à faire la part des choses, quoi, à distinguer l'essentiel du superflu. Voilà, à force d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, tout ça, on passe vraiment à côté de l'essentiel, quoi. Utilisation rationnelle de réseaux sociaux et beaucoup plus de concentration, c'est un peu bon. Parce qu'ils ont souligné, Edwin, tu veux peut-être rebondir sur l'analyse de notre ami Aïdara? Oui, bien sûr. Je veux préciser à Aïdara que je ne fais pas l'apologie de la procrastination. Ce que je dis juste, c'est que avant de mettre un avis ou un jugement, il faut comprendre le contexte. Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui a poussé la personne à procrastiner? C'est très facile de dire que oui, c'est mauvais, c'est un manque de concentration. Mais comme je l'ai dit, il faut comprendre qu'il y a des situations qui nécessitent un certain recul. Un problème de famille, ce n'est pas un devoir, par exemple. Un devoir, on peut dire, on le traite là. C'est un devoir de mathématiques, par exemple. On a les formules, on le traite là. Mais vous avez une situation, par exemple, qu'un petit frère vient vous poser. Il a un désaccord avec un autre. Il faut prendre le temps d'analyser la chose. Parce que si on part de manière instantanée, on risque de créer des frustrations.
Là, ça peut être dangereux. C'est dans ce sens-là. Prendre le temps pour mieux se positionner avant de se lancer, je ne suis pas contre cela. Mais quand on parle de procrastination, selon moi, c'est le fait de dire, par exemple, là, je ne suis pas vraiment... Je n'ai pas tous les moyens à ma disposition pour concrétiser telle chose. Moi, j'ai des amis. Et ça fait très longtemps, ils veulent se lancer dans l'écriture. Voilà, on avait cette passion-là depuis quelques temps ensemble. Mais moi... je me suis lancé depuis fort longtemps, mais jusqu'à maintenant, eux, ils ont peur de faire justement ce premier saut parce qu'ils se disent que en se lançant dans ça, ils risquent de pas bien faire. Oui, mais ça reste une raison. Ils risquent de pas bien faire. Alors que moi, je suis à mon 4e bouquin quand même. Félicitations. Voilà, mais je suis pas quand même, je ne suis pas noyé. Non, mais en fait... Donc moi, je crois que la procrastination, parfois, ça nous met vraiment en retard sur nos rêves, sur nos ambitions. On est d'accord sur le principe. Sur le principe, on est d'accord. Après, ce que Elwin essaie de dire, c'est vraiment aussi de prendre en compte toutes les petites choses qui peuvent nous pousser parfois à se dire, OK, il est peut-être temps de... Je vais peut-être remettre à demain avant de le faire. C'est clair que si tu perds un proche et que tu as un projet, tout de suite, tu ne peux pas te concentrer sur le fait de te lancer sur un projet, sachant que tu as perdu un proche. Donc l'idéal, c'est de remettre un peu à demain. Mais s'il y a tu as toutes les conditions, comme l'a souligné Aude au début de son argumentaire, si tu es dans des bonnes conditions, dans un environnement propice, tu n'as aucune raison de remettre à demain un projet que tu peux facilement le faire là et dans l'immédiat. Alors, on parlait de solutions. Aude, on a parlé effectivement du fait de se concentrer, de travailler sur soi. Ça, en fait, c'est un travail beaucoup plus personnel. Est-ce que le fait d'aller consulter aussi, parce que oui, on est toujours dans le jargon de la médecine, en parlant de la pathologie et de maladie, est-ce que le fait d'aller consulter, je parlais tout à l'heure de l'avènement sur les réseaux sociaux des coachs en développement personnel, mais de façon physique, est-ce que le fait d'aller consulter un psychologue, par exemple aussi, ça peut nous aider à combattre cette pathologie qui nous pousse parfois à reporter des événements? Oui, effectivement, je pense que ça peut beaucoup nous aider parce que le psychologue, il est là pour nous aider à extérioriser ce qu'on ne peut pas. Ouais, c'est comme on dit, il met des mots sur les mots. Voilà, sur les mots M-A-U-X. Ouais. Très bien, c'est de ça qu'on parle. Et je pense que ce sera aussi bien pour nous de le faire. Peut-être il y a des personnes qui n'ont certainement pas la force en elles-mêmes. Il y a des personnes qui n'ont pas aussi les capacités nécessaires. Mais aller voir peut-être un psychologue, ça va vraiment aider. D'accord. Est-ce que, oui, Monica, je te sens un petit peu partagée. Bon, j'admets que la possibilité de consulter un psychologue ne s'efface pas. Ouais. Et je pense que c'est peut-être pas la première chose que j'aurais conseillé à quelqu'un. Et c'est quoi? En fait, tu t'aurais conseillé quoi à une personne? Je pense que peut-être dans la logique d'Edwin, c'est-à-dire consulter un peu quel est le réel problème, parce que souvent c'est un problème de confiance, souvent c'est un problème de fond pour ceux qui ont des projets. Ça peut vraiment partir de gauche à droite, mais j'avoue que en fait, la notion de psychologue a tendance à réfréner généralement des personnes. C'est-à-dire tout de suite, si on parle de psychologue, elles vont se dire qu'elles ont un problème, qu'elles ont, comment je dirais... En fait, il y a une confusion entre aller voir un psychologue et aller voir un psychiatre. En fait, je pense que la confusion est là à ce niveau. Cette confusion, en fait, a tendance à ralentir énormément les personnes, ou du moins à réfréner leur volonté d'avancer ou de travailler, parce qu'elles vont plus se concentrer sur ce qui fait leur procrastination, mais vont se demander si elles ont un problème. C'est vrai. Elles-mêmes en tant que, justement, dans le sens de pathologie autant pour moi. Non, mais après, je pense que la pathologie, elle est métaphorique. Hein. Oui, justement. C'est une métaphore, justement, pour appuyer un petit peu. Mais je veux dire, vous, dans ta famille, par exemple, je veux dire, quand tu es confronté à une situation pareille, est-ce que tu prends conseil, ou bien quand tu as ta petite sœur, ou bien le grand frère qui a tendance à tout remettre à demain, ça peut être papa ou maman aussi, est-ce que tout de suite, tu vas vers ces personnes-là pour discuter, pour dire, écoute, on gagnera à le faire là tout de suite, parce que demain, on perd peut-être cette envie de le faire là tout de suite. Oui, surtout selon la nécessité. J'admets généralement mettre pression. Je mets souvent la pression parce que je me dis, bon, il y a aussi un impact sur l'acte ou du moins l'objectif qu'on est censé avoir. Ouais. Lorsqu'on perd du temps ou du moins lorsqu'on prend du temps pour réaliser quelque chose, le résultat n'est pas forcément le même. Ouais. Si aujourd'hui on devrait peut-être avoir un chiffre d'affaires, je prends un exemple, de 5 millions de francs dans notre affaire, dans notre projet, mais le fait d'avoir perdu du temps, non seulement on peut perdre en investissement,
et les capitaux souvent diminuent, on perd peut-être le produit, la fabrication n'est plus la même, etc. Ce qui fait que le résultat obtenu n'est pas forcément celui qu'on aurait obtenu si on l'avait fait le jour même. D'accord. Albine, quel pourrait être, on a parlé de l'impact, ça sur le plan personnel, mais quel pourrait être, je veux dire, parce que si ça devient une habitude, et les habitudes parfois on les traîne un peu où on part, en entreprise par exemple pour un jeune qui est victime ou bien atteint de cette pathologie, quel pourrait être l'impact? On parle de productivité certes, mais je veux dire, est-ce qu'on peut aller plus loin, on peut creuser encore pour aller chercher des impacts un peu difficiles à cerner et à soulever? Aller plus loin, je ne sais pas, mais tout est dit, c'est la productivité. Parce qu'en entreprise, qu'est-ce qui se passe? Simplement, on nous confie un travail qu'on ne fait jamais. À chaque fois, on dit demain. Mais c'est clair que la rentabilité n'y est pas. Et si au poste dans lequel vous êtes affecté, c'est un poste assez sensible, mais c'est toute la chaîne qui prend un coup. Ouais. Je prends par exemple un comptable. Un comptable qui doit fournir un certain travail, des documents comptables pour la préparation d'une assemblée générale, certainement, qui ne le fait pas. Ça pose un peu problème. Ouais. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne sera pas à mesure, la période qu'elle aura choisi de décider, de le faire, vu que les documents ne sont pas prêts. Et donc, on fait comment? Ouais, et c'est justement là, on parle d'échecs en général, voilà. de façon générale. Et je pense que la transition est toute trouvée. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de l'échec. Pourquoi faut-il avoir peur de l'échec ou tout simplement faudrait-il voir aujourd'hui l'échec un peu comme une leçon de vie? Pour décortiquer effectivement cette deuxième thématique, je me tourne vers toi Monica. On parle de l'échec, mais avant d'entrer en profondeur dans la thématique, peut-être définir avec tes mots ce que tu entends par échec et pourquoi aujourd'hui certaines personnes, en l'occurrence les jeunes, ont peur un petit peu de l'échec. Déjà, un point qu'on a abordé dans la première thématique. Merci pour la parole, merci pour cette question. Déjà s'il faut partir de la définition, je trouve que c'est à partir de celle-ci que l'on saura mieux apprécier ou déprécier l'échec. Personnellement, l'échec est une façon de perdre pour mieux gagner. C'est comme ça que je vois l'échec, parce que c'est une situation dans laquelle on se retrouve quand assurément on n'a peut-être pas fait assez d'efforts, on n'a peut-être pas eu toutes les cartes en main. Mais je pense que l'échec est un tremplin pour chacun, parce qu'après avoir appris de nos erreurs, on ne peut que faire mieux. Donc je dirais que l'échec, pas forcément quelque chose qui doit nous amener entre griffes à une certaine dépression, mais... Et malheureusement, c'est le cas. Hein. Je veux dire, comme beaucoup passent par cette voie-là, on observe un peu un état dépressif chez beaucoup de personnes. On parle de l'échec, Edwin. La thématique, la question, je te la pose. Faut-il craindre l'échec au vu de la définition donnée par notre amie Monica? Bon, faut-il craindre l'échec? Je dirais oui et non. Parce qu'elle l'a si bien dit. Tout dépend de la personne. L'échec peut être une source, c'est comme je ne cesserai de le dire, tout dépend de la situation. L'échec peut être source de remise en cause. Ouais. Donc, c'est qui va booster la personne pour les situations futures. Tout comme l'échec peut être considéré comme un sérieux hypercute qu'une personne prend. Il aime bien les métaphores, notre ami. Là, cette fois-ci, on est sur le ring, là, maintenant. On est en boxe, là. Ça peut être un hypercute qu'on se prend en plein visage et qui nous assomme. Et donc, du coup, on a du mal à se relever après cet échec-là. Mais comment se relever d'un échec, justement? Comment? Il faut partir de la situation. Il faut se dire que on a été confronté à cette dernière. On n'a certainement pas pu la résoudre. Donc, on devrait
déceler ce qui n'a pas marché, ce qui nous a conduit à cet échec-là, pour pouvoir mieux formuler, j'ai envie de dire, une stratégie pour revenir plus fort. C'est cela en fait. Alors moi, je ne sais pas pour vous, hein, chacun me dira peut-être, me donnera son avis. En parlant justement de l'échec, moi, il y a 2 verbes que j'aime beaucoup. C'est le verbe essayer et d'aucuns diront le verbe recommencer, bien réessayer. Pour moi, ce sont 2 verbes qui dictent l'évolution du monde. Je veux dire, si on est aujourd'hui en train de parler sur Média TV, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de fabriquer une caméra, qui a essayé de fabriquer des chaises et tout ça. Et généralement, on a une phrase, cette formule magique qu'on utilise tous, c'est « j'ai essayé et ça n'a pas marché ». On a tendance à le dire et ensuite derrière on recommence. Donc pour moi, ce sont un petit peu des verbes qui dictent l'évolution du monde. Aude, on parle de l'échec. Est-ce qu'il faut voir l'échec un peu comme un... Est-ce qu'il faut avoir peur de l'échec? Mais est-ce que la peur ou la crainte d'échouer, ce n'est pas un peu, on va dire, une façon de nous conduire, on va dire, un canal qui nous pousse à mieux faire les choses, mais de façon responsable. Parce que si on a peur d'échouer, on va se dire, ah tiens, faudrait pas que je fasse ça, faudrait que je fasse ça. Donc c'est un peu comme un GPS dans ce qu'on a envie de mettre en place. Donc du coup, avoir peur, c'est aussi, on va dire, une façon de réussir pour éviter l'échec, selon toi. Ou bien, il faut simplement avoir peur ou pas du tout. Je pense déjà qu'il faut se dire que l'échec n'est pas fatal. D'accord. Tu peux échouer, mais tu peux aussi recommencer et y arriver. D'accord. Donc, cela, il faut déjà le comprendre. Et ensuite, avoir peur d'échouer, je pense sincèrement que c'est déjà échouer. Parce que lorsqu'on prend une situation et qu'on va forcément se mettre dans la tête « j'ai peur d'échouer », on peut déjà se dire « je ne vais pas le faire ». Et si tu te dis « tu ne vas pas le faire », c'est que tu ne peut qu'échouer en fait. Ah, donc, elle est belle, hein. Avoir peur d'échouer, c'est déjà échouer. Il faut le noter. Voilà, il faut citer, citation de Aude. Hein. Voilà, on note, au cas où ça sort demain dans une phrase, on dirait que ça vient de Aude. Donc oui, désolé de t'avoir interrompu, mais pour aller dans le même sens, c'est ça, c'est-à-dire avoir peur. Donc du coup, il faut déjà aller avec l'esprit d'une personne qui va gagner, qui va réussir. Effectivement. Tout simplement. Je préférerais ça que d'avoir peur d'échouer. D'accord. Aïdara, c'est quand même compliqué aujourd'hui. Est-ce que facilement certaines personnes arrivent à assimiler ça? La citation de notre ami Aude qui est super intéressante et qui résume beaucoup de choses. Le fait d'avoir peur d'échouer, c'est déjà échouer. Mais quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes, Edwin l'a encore utilisé une métaphore tout à l'heure en parlant de l'hypercute, dans le jargon de la boxe, beaucoup de personnes malheureusement ont du mal à se relever d'un échec. Mais comment comprendre un petit peu? Est-ce que tu arrives à te mettre un peu dans l'état d'esprit de ces personnes qui se disent « j'ai échoué, recommencer, c'est pas quelque chose qui me tente ». Moi, je crois que le mot n'a de sens que ce qu'on leur donne. Voyez-vous, déjà, pour moi, l'échec, c'est... la définition que je donne à ça, c'est l'expérience en fait. Voyez-vous, à chaque fois que j'échoue, pour moi, je viens d'acquérir une expérience, je viens d'apprendre une leçon. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que j'échoue, j'essaye toujours de me relever de ça. J'essaye toujours, c'est comme un peu le dit Franck Etienne, à chaque fois que tu chutes, il faut chevaucher ta chute, faire de ta chute un cheval pour continuer le voyage. Voyez-vous, donc je suis dans cette logique-là. Voilà, pour moi, l'échec en soi, c'est pas vraiment quelque chose de mal, quoi. Mais par contre, beaucoup d'échecs, ça, c'est pas bien. Voyez-vous, voilà. À chaque fois tu fais quelque chose, ça marche pas. À chaque fois que tu fais quelque chose, ça marche pas. Mais il faut avoir l'humilité, la modestie de laisser cette chose-là. Donc, il faut avoir la faculté d'abandon parfois. Voilà, il faut faire toujours preuve d'objectivité, de réalisme. Mais Aude a dit c'est pas fatal le fait d'échouer. Donc, non, trop d'échecs quand même, c'est pas bon. Ouais, trop d'échecs, ça peut devenir fatal quand même. Non, trop d'échecs. trop d'échecs, ça peut effectivement. Mais c'est vrai, Monica, parce que justement, tu parlais tout à l'heure de dépression. C'est un peu le cas, c'est-à-dire que les gens qui se retrouvent dans un état dépressif, c'est des gens qui ont essayé, qui ont réessayé et qui malheureusement se sont limités à prendre le train de l'échec. Et là encore, ça appelle un travail en soi, justement pour se relever de cette situation qui est assez compliquée. Mais est-ce que le fait parce qu'on parle de craindre l'échec, mais au fond, tu l'as souligné dans ta définition, l'échec pour toi, c'est une leçon de vie, c'est de l'apprentissage et tout le reste. Du coup, on a l'impression qu'il faut absolument qu'on passe par cette case, ma chère Monica. Quelque part, je dirais oui.
Sans échec, on n'a pas d'expérience, je pense. Il est vrai, tu peux réussir à acquérir de l'expérience, mais je pense que pour ces personnes-là qui n'ont connu que réussite, l'échec va vraiment ressembler à une hypercute. Oui, Voilà, parce qu'ils n'auront pas forcément cette capacité de se dire, avec toute humilité, j'ai échoué, mais je peux encore le faire. Enfin, de relativiser tout simplement. Voilà, de relativiser, de se dire que ce n'est pas fatal, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que quand on n'a pas vécu cette chose, sincèrement, il y en a qui tombent dans des dépressions, mais terribles. Il y en a qui se disent que la vie, elle n'a plus de sens. En fait, si j'arrive plus à réussir, tellement ils se sont satisfaits de leur réussite, de leur succès, ils ont du mal à envisager même souvent le fait de se tromper, voilà. Mais Edwin, pourquoi on a l'impression que sur notre continent, on a une définition autre que l'échec? On a l'impression que voilà, on a tendance à trouver un coupable à notre manque de réussite, parce qu'on se dit, si Edwin a tenté 3 fois ou 4 fois de mettre en place une chaîne de télé et que ça n'a pas marché, ou bien, enfin, on va peut-être rester du côté ça n'a pas marché, tout de suite, soit Edwin, s'il est de mauvaise foi, il va chercher à trouver un coupable. Pourquoi on a souvent du mal à assumer nos échecs, Edwin? C'est propre à notre société africaine, hein. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que y a le regard d'autrui aussi qui joue dans cette histoire d'échec-là. Pourquoi? Parce que on peut échouer soi-même et on a la motivation, ou du moins la capacité de pouvoir se relever. Mais les gens autour de nous ne nous facilitent pas la tâche, malheureusement. Donc, au lieu de nous encourager, ils viennent plutôt envenimer les choses. Comme tu l'as dit, Edwin a raté son projet de réalisation d'une chaîne. On ne dit pas, Edwin, tu sais, écoute, tu t'es peut-être trompé quelque part. Voilà, tu sais, la télé, pour avoir une télé, il faut ça. Ce qu'on dira putain, Edwin, c'est que, écoute, tu pensais arriver à quoi, hein? Tu sais même pas comment t'y prendre et tout. Donc, des petites phrases comme ça qui découragent, qui font en sorte que la personne perd confiance en elle et du coup, elle sombre dans ce cercle-là d'échec en échec, d'échec en échec, au lieu de plutôt se remettre en cause en se disant « Ah, tiens, ça n'a pas marché parce que peut-être à ce niveau, je n'ai pas bien entamer la chose. Donc, il faudrait peut-être l'entamer de cette façon-là. Parce qu'on veut toujours prouver aux autres. Donc, du coup, si on a échoué la première fois, comme tu dis, je suis dans le même sens que toi, je vais dans le même sens que toi, pardon, c'est-à-dire quand on a échoué la première fois et que derrière, il y a eu des regards, il y a eu des commentaires un petit peu de la société, le cousin, le voisin éloigné, on veut tout de suite se remettre à cheval et à nouveau recommencer sans avoir pesé le pour ou le contre. Et on se retrouve effectivement dans une situation un peu difficile. Aude, on parle effectivement de la crainte de l'échec. Alors, il est dit, moi en préparant, et c'est d'ailleurs un artiste que j'écoute beaucoup, que je pense que vous connaissez très bien, Youssoupha, qui disait, en fait, je cite dans l'une de ses chansons, que l'échec personnel, c'est également l'échec de la famille. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Ou bien pour toi, ton échec, c'est à toi, ça n'appartient pas à la famille? Je pense Ou bien que la famille a peut-être un rôle à jouer dans le fait que tu es échoué, mais pour t'aider à te relever. Oui, je pense que ça dépend. Ça dépend de ce que tu entreprends avant d'échouer. C'est-à-dire qu'il y a un échec qui peut être personnel, il y a un échec qui peut être familial. Au niveau où, par exemple, Edwin parlait par exemple d'une entreprise, tu veux faire une entreprise, tu veux construire une entreprise et tu échoues. Je pense que là, tu n'as pas seulement donné du tien, mais il y a aussi la famille à l'intérieur. Et oui, l'échec peut aussi aller jusqu'au cadre familial. Mais je pense également, comme il le disait, que la famille est là aussi pour relever. L'échec, on doit se le dire, l'échec n'est pas forcément quelque chose qui est là pour nous faire abandonner. L'échec aussi est là pour nous faire rebondir. Mais c'est un peu dur de trouver des mots justes à ce moment bien précis. Est-ce que toi tu y arrives? Par exemple, si une amie a raté un concours ou bien un casting, je ne sais pas, quelque chose, comment toi tu arrives à insérer, je veux dire formater un petit peu son esprit afin d'y introduire des données positives? J'avoue que je suis vraiment pas douée pour ça. Il y en a qui le sont, mais moi vraiment je suis pas douée pour ça. Je préfère être là pour la personne, mais trouver les mots justes, je sais pas le faire. D'accord.
Personnellement, je ne sais pas le faire. Bon, on a compris. Ça veut dire Aude, quand on aura un petit souci, allez voir Aude. On va peut-être laisser Aude simplement nous regarder. Aïdara, l'échec, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est même quelque chose qui impacte sur notre vie professionnelle, sociale et parfois même une vie financière. Quand on commence à investir beaucoup d'argent et que derrière, on cumule des échecs, ça devient un petit peu compliqué. Mais on va parler peut-être du regard de la société. Mais cette fois-ci, du côté des potentiels partenaires, ou bien on a parlé de la famille, on a parlé des voisins, mais qu'en est-il des partenaires? Est-ce que le fait de tout le temps échouer peut nous blacklister quelque part en termes de partenaires? On reste dans l'exemple de la mise en place d'une entreprise, vous avez des partenaires, le fait que vous soyez celui-là qui échoue tout le temps, effectivement, je veux dire, vous-même, vous perdez en termes de crédibilité. Et là, ça devient un peu grave, j'ai envie de dire, Aïdara. Absolument, absolument. C'est pourquoi il est bien beau de se relever à chaque fois qu'on tombe, voilà, d'essayer comment je vais dire, de se reconstruire pour voilà, aller de l'avant. Mais ce qui est mieux parfois, quand on fait l'échec, c'est comment on appelle ça? Enfin, à force de faire l'échec, moi je pense qu'on doit avoir cette faculté d'abandon dont je parlais tout à l'heure. Ouais. La faculté d'abandon chez les Canadiens, c'est... Mais non, mais ça dépend aussi. Je te laisse terminer, mais ça dépend. Supposons qu'on soit déterminé à vraiment réaliser quelque chose. Peut-être cette envie qui nourrit, voilà, qui grandit en nous chaque fois peut pousser à... Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, prenez les gens comme les Bill Gates, il a sûrement dû essayer plusieurs fois avant d'arriver à être ce qu'il est aujourd'hui. C'est que, certes, il faut avoir de grands rêves, il faut porter de grandes ambitions, mais c'est petit à petit. Voyez-vous, si tu sais que le rêve que tu portes, tu n'en as pas les moyens, pour moi, c'est qu'il faut laisser ça de côté pour le moment et faire quelque chose qui pourra aboutir, quoi. Tu vois, non. Maintenant, au moment où quand tu seras bien positionné, quand tu auras suffisamment de moyens de bord, là, peut-être tu pourras... comment je vais dire te lancer, te relancer. Voilà, tu peux te relancer, voyez-vous. Donc, c'est ce que je pense. Voilà, il faut apprendre parfois, apprendre de ses erreurs, de ses échecs. C'est pas forcément se relever et continuer dans le même chemin. Apprendre ses erreurs, c'est parfois aussi changer de chemin. Voilà, essayer de prendre une autre voie, de contourner, enfin quelque chose quand même qui pourra marcher, quoi. Vous êtes d'accord avec lui, Monica? L'abondance, ça peut être une solution contre l'échec? Alors, c'est un peu difficile d'admettre que par moment, il faut savoir renoncer. Surtout lorsque l'on est sûr, j'aimerais préciser, que cette voie n'est pas la nôtre ou que l'on ne peut pas forcément réussir sur cette lancée. Mais j'admets que parler d'abandon est peut-être un peu, je trouve, chaotique à mon goût. Peut-être redirection, j'allais dire. Se rediriger, peut-être, je ne sais pas, se reconvertir. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé dans une profession qui, au fil des années, ont remarqué que ce n'était pas forcément ce qui convenait à leur personnalité ou à leurs aptitudes, qui ont eu cette amabilité-là de... La reconversion. Voilà, de se reconvertir. Je ne verrais pas ça comme un abandon, mais juste une redirection de ses capacités ou de ses avoirs, afin d'aboutir à quelque chose de meilleur. Est-ce que, Edwin, qu'un échec collectif est plus facile à porter qu'un échec personnel, individuel? Certainement. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les torts sont partagés, je ne suis pas le seul à qui ça arrive et tout. Mais ça reste un échec. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir un échec collectif, mais qui découle de la responsabilité d'une seule personne. Et si cette personne, c'est nous, c'est clair qu'on aura du mal. On prend un exemple simple, on reste dans le cadre académique. Je suis chef de groupe, je mets en place un plan, un travail et tout. On va le présenter et on arrive là-bas, on passe carrément à côté. Ouais. C'est un échec collectif, mais je suis le chef de groupe. Ouais. Donc, c'est un combat à moi, premièrement, et ça peut être très désolant. Oui, mais est-ce que là, est-ce que du coup, l'échec n'a pas
une saveur de double échec parce que du coup, si tu prends la responsabilité, parce que les membres du groupe ne verront peut-être pas l'échec un peu comme toi, tu vas l'accueillir parce qu'ils vont se dire, ok, bon, on a l'impression qu'ils vont dégager un peu la responsabilité, toi tu vas doublement prendre un peu cet échec-là. Oui, ils vont dégager la responsabilité, c'est certainement s'ils ne se sentaient pas concernés. Ouais. Mais s'ils sont dans le processus, je pense qu'on aura tous à se remettre en cause parce qu'on va se dire qu'on a failli à un moment. Certes, il y a eu un chef, mais on a tous failli. Pourquoi? Parce que le chef n'est pas un dieu. Au point de proposer un plan qui va tout de suite être validé. Donc les membres du groupe auraient dû dire, bon, on peut proposer autre plan que celui-là. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce que moi je dis toujours aux personnes avec lesquelles je travaille, qu'il faudrait que nous tous on s'y mette. Il ne faudrait pas venir subir le travail. Non, on ne subit pas le travail. Même si c'est un petit élément, ça peut tout changer dans le travail. Donc il faut que chacun apporte du sien et voilà, un peu donne du tout. Moi, je vais un peu revenir, Aude, sur le cercle, le socle de la famille. On a parlé un petit peu de la dépression, on a parlé de cette zone noire dans laquelle on a tendance à se réfugier quand on sort d'un échec. Mais plusieurs personnes ont des rôles un peu... Ça peut être différent, mais aussi petit qu'il soit, ça reste un apport quand même pour permettre à une personne qui a été victime d'un échec de se relever et d'aller de l'avant. Mais qu'en est-il de la famille? Je veux dire, par exemple, on est tous passés par des échecs, hein. Ça c'est un fait, c'est une réalité. Je veux dire, quand toi, tu es passé par cette case, comment la famille t'a aidé à te relever? Est-ce que tu as simplement caché ça à la famille ou bien tu en as parlé à maman, à papa, à la grande sœur, au petit frère aussi? Même s'il est petit, il peut avoir des mots juste. Voilà, je vous dis comment la famille t'a aidé à te relever de cette situation? Je pense que ma définition de l'échec vient de là en fait, vient de la famille. Et si ma définition de l'échec vient de la famille, ça voudrait dire que particulièrement, en tout cas, ma famille a été là pour moi. Lorsque j'ai eu des échecs ou lorsque j'ai eu un échec, c'est ma famille qui m'a fait comprendre qu'en réalité, l'échec, elle n'est pas un échec, il n'est pas fatal. C'est ma famille qui m'a fait comprendre que si tu tombes, en réalité, tu peux te relever. Ouais. Elle me l'a fait comprendre déjà. Mais ça c'est la famille, c'est toute la famille, bien c'est une personne en particulier. Est-ce que c'est papa, est-ce que c'est maman? C'est plutôt... toute la famille. Toute la famille, d'accord. Chacun venait donner... Voilà, ouais. D'accord. Et bon, on va peut-être spécifier. Papa, il est beaucoup ce que je ne suis pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui suis avenante dans... Ah, d'accord. Voilà. Mais lui, il sait trouver les mots justes, il sait reconforter. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé lorsque je suis passée par des... Et donc, en fait, c'est beaucoup de communication. Effectivement. D'accord, beaucoup de communication avec papa. Oui. Il s'appelle comment, papa? Papa Alphonse. Papa Alphonse. Je le salue au passage. Oh d'accord, on salue Papa Alphonse. Ça tombe bien, c'est mon papa aussi parce que mon défunt papa avait le même prénom, Alphonse. Donc voilà, on a le même père maintenant. On va le garder précieusement, effectivement. Je reviens aussi, je te pose la question, Monica, l'échec, peut-être l'impact aussi un petit peu de la famille dans... Non, on ne te met pas de côté. Non, évidemment, chacun donnera son point de vue là-dessus, mais je pose la question un petit peu à Monica. Je veux dire l'impact de la famille dans l'accompagnement d'une situation aussi difficile que l'échec. Alors, je dirais que l'impact de la famille, pour moi, est un peu à double tranchant. D'accord. Parce que tant la famille peut réconforter, comme de la part de Aude. Ouais, avec Papa Alphonse. Voilà. Ah, tu vois, j'ai retenu le nom, le prénom. Tant aussi la famille peut t'enfoncer. Ouais. C'est-à-dire, si tu n'as pas forcément le retour dont tu as besoin, le réconfort, la présence, la compréhension, parce que souvent aussi, la famille n'est pas très compréhensive, ils sont plus dans l'exigence de résultats. Donc lorsque l'on n'amène pas forcément ces résultats, ils ont tendance, pour la plupart, à un peu vous casser un peu. Donc rappeler votre échec, rappeler les raisons de votre échec, et ça n'a pas vraiment l'effet rafraîchissant que l'on cherche après un échec. Donc ouais. Ça a plutôt un effet de cocktail Molotov. Et, exactement. Ce qui est un peu parfois très compliqué. Effectivement, c'est vrai, il y a des familles, au lieu de vous sortir de là, ils ont tendance à vous envoyer, au lieu de vous envoyer une corde solide, on vous envoie une ficelle et puis derrière, voilà. C'est le geste, comme on dit, qui compte. L'essentiel, c'est d'avoir envoyé quelque chose pour te sortir de là. Aïdara, oui, écoute, je vais donner à chacun le point de vue de revenir un peu sur la famille parce qu'on est quand même dans une nouvelle année où la famille aura un rôle à jouer effectivement dans tout ce qu'on mettra en place.
place dans cette nouvelle année 2023. L'échec pour la famille, comment c'est perçu et comment cette famille, en l'occurrence la tienne, arrive à te sortir de là? D'abord, il faut dire que moi, des échecs, j'en ai pas eu assez. D'accord. Mais il y a déjà eu au moins. Oui, j'ai eu du peu. Évidemment, ouais. j'ai échoué, mais dans le domaine de mes études, par exemple, j'ai jamais échoué. Enfin, j'ai toujours été major de ma promo durant tout mon parcours scolaire. Cela est dû peut-être au fait que je n'ai jamais procrastiné. Ouais. Voilà, je faisais toujours, je travaillais toujours. Et c'est pourquoi je n'ai pas du tout échoué. Je ne garde aucun souvenir d'échec pour le moment dans mon parcours, dans mon aventure. Sur cette terre, en fait. Oui, humaine. Peut-être des petits échecs. D'accord, mais peut-être que tu n'as pas souvenir de ces moments-là, mais selon toi, quel pourrait être l'impact, selon le rôle de la famille dans ces moments? J'ai toujours eu quand même cette habitude à toujours prendre les choses en main. Dès le bas âge déjà, à l'école, en partant, pour mes scolarités, mes bulletins, c'est moi qui m'en occupais en fait. C'est moi qui payais mes scolarités, c'est moi qui cherchais mes bulletins. Mes parents, ils étaient là, mais c'est juste que moi, dès le bas âge, c'est que j'ai tout de suite commencé à prendre tout en main. Et ça fait que même quand j'ai des difficultés, j'arrive toujours à m'en sortir seul, quoi. Les parents, c'est vrai, sur le plan financier, ils sont là, mais sur le plan personnel, j'arrive toujours à gérer mes soucis, quoi, tu vois, non, j'arrive toujours à surmonter mes difficultés. Est-ce que c'est pas un peu dangereux pour toi, du coup, parce que visiblement l'échec c'est pas un gâteau qui t'intéresse, et puis je dis mais à un moment donné on est appelés tous, nous on a goûté à ce gâteau, je te rassure, c'est pas très bon. Mais je veux dire, si tu es appelé demain à faire face, tu te retrouves avec pour menu ce gâteau-là, ça risque d'être un peu difficile pour toi de goûter pour la toute première fois à l'échec. Est-ce que tu te prépares déjà un petit peu à ça aussi? Est-ce que tu as déjà vu que tu es un adepte de l'anticipation? Est-ce que tu as déjà anticipé un peu sur le fait que demain tu peux être confronté à un échec? Bien sûr, mais bien sûr. C'est pourquoi j'essaie toujours d'avoir un mental très fort. Et mes parents, il faut dire qu'ils sont présents, ok? Ils sont toujours là, ils sont soucieux de tout ce que... Moi, je suis très loin de mes parents maintenant, là. Je suis dans un pays... D'accord. Ils sont où? Je rappelle, tu es de nationalité guinéenne, d'origine guinéenne. Ils sont en Guinée, les parents? Oui. D'accord. Donc, ils m'appellent tout le temps pour prendre mes nouvelles, mais à chaque fois qu'ils me demandent est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a des échecs? Voilà, mais je leur dis toujours tout va bien, je gère, voilà. Ouais. Donc, moi, je suis très organisé. Voyez-vous, je suis très méticuleux dans tout ce que je fais. Et je n'aime pas vraiment être dissipé. Et pour toi, c'est le seul moyen, enfin, c'est pas le seul, mais je dis c'est un moyen pour... moi, je crois qu'on peut éviter l'échec dans notre vie, voilà, si tant est qu'on ait un plan, et on est bien organisé, on peut pas forcément, on peut éviter l'échec. D'accord. Edwin, est-ce que tu es d'accord avec lui? On peut éviter l'échec? Moi, je dirais non. D'accord. L'échec fait partie du parcours. Maintenant, après, ça dépend de quel échec ou de l'ampleur de l'échec. On ne peut pas entrevoir une vie sans échec. Pour moi, ce n'est pas possible. Parce que, quels que soient les endroits dans lesquels nous allons partir, il y aura toujours comme des obstacles. On peut peut-être pouvoir les surmonter, mais pas tous. Donc, de là à dire que l'échec ne doit pas faire partie parce qu'on anticipe, on ne peut pas tout anticiper malheureusement. Ouais. Bon, c'est vrai. On est ici présentement en train de faire l'émission, ressortir de là, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, on n'a pas on peut être peut-être prudent face à certaines situations, mais il y a quand même des situations où malheureusement on se prend un hypercute. D'accord. Voilà. Ouais, donc, effectivement. Du coup, on peut pas forcément anticiper sur l'échec, mais on peut travailler
où on peut tout faire pour éviter d'en rencontrer. D'accord. Parce qu'il faut aussi le souligner, des fois nous-mêmes, nous sommes à l'origine de ces échecs. Oui. Et en parlant de ça, c'est vrai qu'on ne peut pas anticiper les choses, mais il y a une chose qu'on peut facilement anticiper sur ce plateau, parce qu'il nous reste quelques minutes avant d'arriver à la fin de cette deuxième partie d'émission. Je vais faire un tour de table parce que dans une nouvelle année, vous l'avez souligné, on l'a souligné sur ce plateau de Média. Alors, je vais commencer par toi, Edwin, peut-être des vœux adressés pour la nouvelle année. Oui, réitérer encore mes vœux à tous les panélistes, à toute la chaîne, à tous les techniciens et particulièrement à des personnes qui nous suivent avec beaucoup d'attention, c'est les populations de Mangungu. D'accord. Et Monica, des vœux pour la nouvelle année 2023 à l'endroit, je sais pas, de la famille, des amis Bien sûr. Alors déjà mes meilleurs vœux à vous tous qui merci. êtes là sur le plateau, meilleurs vœux à la chaîne et aussi à toute ma famille. Que ce soit ici à Dakar ou au Gabon, meilleurs vœux et je vous aime de tout mon cœur. D'accord, de tout son cœur. Aude, on a déjà souhaité des meilleurs vœux à papa, notre papa ensemble, monsieur Alphonse, oui, mais vas-y, des vœux pour la nouvelle année. Je voudrais continuer à souhaiter meilleurs vœux à ma maman. D'accord. Il faut dire le nom, elle s'appelle comment? Maman Aurélie. Mais Maman Aurélie, voilà, il faut le dire. Maman Aurélie, à toute ma famille du Gabon, à ma famille de Dakar, particulièrement à Loïs, ma grande sœur que j'aime énormément. D'accord. À Esther aussi, c'est aussi ma grande sœur, je l'aime mais amoureusement. C'est bien de préciser. Heureusement, parce que tu devais commencer très mal l'année 2023, ma chère. Donc voilà, meilleurs vœux à toute la famille. Donc voilà. Aïdara, peut-être vite fait avant de clore cette deuxième partie. Mes meilleurs vœux, moi je souhaite mes meilleurs vœux aux amis, voilà, les amis à l'université. Je leur souhaite une année académique réussie. Et je souhaite aussi mes meilleurs vœux à tout le monde ici. Voilà, la santé, la paix, voilà, ce sont là les deux mots en tout cas, les maîtres mots pour cette nouvelle année, santé et paix. En tout cas, merci à vous les amis d'avoir participé à Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.